On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture le 2e de mars, toujours à la bourre. C'est parti, on y va. Encore une fois, je vais être assez concise puisque, comme vous le savez probablement, je parle de mes lectures en vlog longuement en général, de manière plus spontanée et développée. Donc l'objectif des bilans lecture, c'est d'être assez concise et d'avoir ce regard a posteriori, X temps après lecture, ce qu'il m'en reste ou pas, et si ça vous intéresse, vous pourrez comparer sur le moment le vlog et ce que j'en dis plus tard. Des fois c'est intéressant vraiment parce que une lecture que j'ai adorée sur le moment, parfois il m'en reste pas grand chose, et une lecture que sur le moment j'étais plutôt mitigée, va a posteriori m'avoir plutôt marqué. Donc voilà, je vous laisse faire comme vous le sentez. Donc je vais vous parler de 8 ou 9 lectures, je ne sais plus, mais il y a des graphiques dans le lot et je vais être assez rapide sur les graphiques, j'y reviendrai à la fin. Donc on va se concentrer sur d'abord 7 romans et après les graphiques. Premier roman dont je vais vous parler, c'est Silo d'Hugh Howey, que j'ai lu sur les recommandations de The Riddler, qu'il a adoré, qui est donc ce bouquin où l'humanité, suite à quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, les gens ne savent pas, vivent dans un silo qui est totalement hermétique, où toute une vie s'est organisée sur X nombre d'étages, ce qui est vraiment gigantesque. Et il y a quand même des lois assez strictes dans ce silo. On ne peut pas évoquer l'envie de partir du silo ou l'extérieur sans se retrouver mis dehors, et être mis dehors, c'est être condamné à mort puisque, a priori, l'air est extrêmement toxique. Donc régulièrement, des personnes sont envoyées, enfin régulièrement, non pas si souvent que ça, mais de temps à autre, des gens sont punis et sont mis à mort en étant envoyés dehors. Donc on leur met une combinaison, on leur donne de quoi nettoyer les caméras qui filment l'extérieur et ensuite ils finissent par mourir parce que d'une façon ou d'une autre, ils n'ont plus d'air dans leur casque. Voilà. Bref, l'histoire de base, c'est le shérif du silo qui, X années plus tôt, je ne sais plus, a perdu sa femme parce que sa femme semble avoir perdu la tête a priori et semble croire à une espèce de théorie du complot autour du silo. Elle a fini par être mise dehors et son mari finit par avoir envie de la rejoindre et c'est ce qu'il va faire, et c'est comme ça que s'ouvre le livre sur ce shérif qui remet en question ce qui s'est passé, qui commence à réfléchir un petit peu à ce que sa femme avait pu découvrir et qui va être lui aussi mis dehors. Et donc l'histoire s'entame réellement sur la recherche d'un ou une nouvelle shérif, en l'occurrence une, puisque la mère a trouvé sa candidate qui vit tout en bas. Donc plus on est en bas, plus on est au niveau des machines et plus c'est les pauvres en gros. Donc elle va descendre chercher la nouvelle shérif qui s'appelle Juliette, qui est assez jeune, qui a peut-être une trentaine d'années je crois, et qui va accepter la mission, mais beaucoup de choses vont découler de ce choix. Silo, c'est vraiment typiquement ce genre de livre très page-turner où vraiment vous êtes pris dans l'histoire en fait. Vous êtes pris dans l'histoire, vous sentez que ça pue, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché bien évidemment et vous voulez savoir parce que c'est vraiment ce genre de sentiment où ce qui est caché dépasse en fait l'entendement. Et évidemment c'est le cas et c'est ça qui est très chouette. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, je trouvais que c'était très sympa, ça faisait très bien le job. J'en ai pas des souvenirs hyper précis, je me souviens de certains passages que j'ai trouvé meilleurs que d'autres. J'ai trouvé dans l'ensemble qu'il y avait des moments qui étaient un peu longués, honnêtement. C'est un beau bébé quand même. Il y a des moments qui étaient un peu longs, où ça prenait un peu de temps à avancer, et où j'étais un petit peu moins dedans, mais ça reste une chouette lecture qui se lit très bien, qui a ce côté typiquement thriller où vous attendez cette révélation finale et qui se révèle être en fait comme à chaque fois, un peu plusieurs révélations, bien évidemment. Et dans l'ensemble, c'est une très chouette lecture. J'ai pas grand chose à vous en dire, c'est pas un livre qui soulève des milliers de questions. Évidemment qu'on est dans du post-apo, donc on soulève des thématiques autour du pouvoir, de la gouvernance, et aussi des questions autour de ce qui a pu se passer. Et bref, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler. Donc ça soulève des petits questionnements, mais ça reste dans l'ensemble quand même un livre qui a vocation à être un espèce de page-turner hyper prenant avec voilà cette attente de la fin un peu explosive. J'ai beaucoup aimé le personnage de Juliette parce que j'ai trouvé qu'elle était assez intéressante, bien tournée, assez indépendante. Elle était... il y avait quelque chose de très intéressant avec ce personnage. J'ai bien aimé le personnage de la mairesse aussi, que j'ai trouvé très réussi. Après, les personnages masculins, pour moi, dans l'ensemble, étaient assez clichés, incroyables. Mais vu que l'histoire repose beaucoup sur Juliette, ça passe plutôt pas mal. Donc si vous avez envie d'une lecture d'un post-apo qui n'est pas, je trouve, trop glauque,
trop angoissant, trop dégueu, c'est vraiment une lecture idéale. En mars, j'ai également lu Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow, enfin Alix E. Harrow en français, avec Pénélope, qui est une lecture que j'ai adorée. J'en ai très longuement parlé parce que je pense que je l'ai lu au moment où je faisais des daily vlogs, donc j'ai dû en parler un peu tous les jours, si jamais ça vous intéresse. C'est une lecture qui est empreinte de réalisme magique, où on va suivre en fait 3 sœurs qui ont été un peu séparées par la vie à cause de leur père qui a tout fait pour qu'elles se séparent. Donc les 2 premières sont parties quand elles ont pu, et la dernière est restée un peu bloquée avec le père, mais a fini par réussir à partir elle aussi. Et donc le début de l'histoire pour moi, c'est vraiment cette relation brisée entre elles, ces non-dits, ces secrets, ces choses qu'elles ont pu faire ou que les autres croient qu'elles ont fait, vous voyez, entre elles, qui est développée. On développe beaucoup ça, cette relation, et on développe beaucoup les personnalités des 3 sœurs qui sont très très différentes. Ça parle de ces femmes qui pratiquaient la sorcellerie de manière un peu la sorcellerie du quotidien, vous voyez, des trucs très très basiques, très lambda, et de comment les hommes ont essayé de rayer ce pouvoir qu'avaient les femmes. Et donc on parle de patriarcat, on parle de sororité, on parle de révolution féministe, enfin, révolution c'est un grand mot, mais d'insurrection féministe, et on va parler aussi un peu des autres minorités, donc des femmes noires, des personnages qui, je sais pas moi, queer, voilà. On en parle très peu. Je pense que c'est un choix délibéré de la part de l'autrice d'évoquer ces causes parce qu'elles existent et qu'elles sont importantes, mais de ne pas se les approprier parce qu'elle n'est pas concernée. Donc c'est évoqué et ça laisse place à plein de choses, mais qui ne sont pas vraiment développées par le récit pour des raisons qui me semblent assez légitimes finalement. Bref, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est tout le côté réalisme magique, parce qu'on sent petit à petit que cet univers dans lequel vivent les 3 sœurs n'est pas exactement notre univers à nous, qu'il y a des choses différentes, qu'il y a des espèces de réécriture de certains faits historiques, de certaines choses, qui font que c'est un univers qui est très semblable au nôtre, mais légèrement décalé, et pour moi c'était génial. J'adore ça. De toute façon, vous savez, enfin je pense que vous savez que j'adore le réalisme magique. J'ai adoré le développement de cette relation entre les sœurs, c'est-à-dire ce qu'elles étaient, les liens qu'elles avaient, comment ça s'est défait, comment ça a été brisé par le père, donc par un homme, et comment ça se reconstruit aussi par la suite. J'ai beaucoup aimé les liens que tissaient ces 3 sœurs avec d'autres femmes et l'entraide et la sororité qui se développaient entre les femmes de cette ville. J'ai adoré la manière dont était abordé le sexisme, la misogynie, la manière dont on parlait du pouvoir des femmes, mais aussi en balance du pouvoir des hommes qui s'affirment par la violence. J'ai trouvé en fait que tout était bon dans ce livre. Il y a plein de moments qui m'ont retourné le cerveau, qui m'ont donné cette impression de, vous savez, cette espèce de petite révélation parfois qu'on a quand on lit un très bon livre. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, avec moi ça fonctionne très bien. Je trouve qu'elle a une plume qui est assez belle, mais aussi assez incisive et qui n'hésite pas à nommer les choses et à dire des choses, et à dire des choses aussi un peu déplaisantes, mais qui fonctionnent bien. Il y a tout un côté un peu fantastique, mais pour moi assez métaphorique, qui encore une fois fonctionne très bien. J'aime beaucoup. Et j'ai adoré l'histoire, très honnêtement, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers dans lequel c'était développé. J'ai trouvé que c'était très bon. C'est un livre que j'ai adoré, qui est un de mes coups de cœur de l'année. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais je sais que l'autrice, de manière générale, ne fait pas l'unanimité, parce qu'elle a une façon d'écrire qui est peut-être particulière, parce que c'est un peu long parfois, parce que c'est un peu opaque, je pense aussi parfois, et qu'on n'est pas forcément sur des personnages hyper attachants. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai bien aimé ces personnages, mais je peux comprendre. Donc, à vous de voir. Franchement, c'est à vous de voir. C'est très compliqué pour moi de vous en dire plus, dans la mesure où il se passe à la fois 1000 choses, et en même temps, tout est très lié, donc c'est compliqué d'en parler sans trop en dire. Mais moi, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le... Pour moi, ce qui est le meilleur dans tout ça, c'était le côté sororité que j'ai trouvé très très réussi. En mars, j'ai également lu Faybound de Sarah El Arifi, que j'ai lu en anglais, en VO, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Faybound, c'est l'histoire d'un univers où il y a une espèce de guerre perpétuelle entre 2 clans d'elfes. Je crois que c'est 2 clans d'elfes, mais j'ai un doute. Bref, peu importe. Et on suit un de ces clans avec 2 protagonistes qui en font partie. L'une d'entre elles est depuis très récemment, je crois, colonel. Je suis plus bien sûre, mais en gros, elle dirige des hommes. Et la deuxième est sa petite sœur qui est, et je retiens jamais le nom, prophétesse, on peut dire, je pense. Donc en gros, on suit ces 2 elfes. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, au début du bouquin, Yeran, qui est donc la colonelle, va commettre une erreur qui va la mener à l'exil. Disgrâce bien plus grande que la mort pour
une militaire, vous imaginez bien, et elle va partir dans la forêt, là où vivent des créatures fantastiques qu'on appelle des OBA, et qui permettent, quand on les tue et qu'on prend leur peau, de créer des tambours magiques qui sont des armes très importantes pour les elfes. La petite sœur va suivre, ainsi qu'un troisième personnage que je vous laisserai découvrir, et ce qu'ils vont découvrir dans cette forêt n'est pas ce qu'ils attendaient du tout, puisqu'ils vont tomber sur des fae qui sont censés avoir disparu depuis très longtemps, tout comme les humains. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, c'est le début ça, hein, très honnêtement. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très original. On est encore une fois avec des fae, mais je trouve qu'on n'a pas cette dimension extrêmement romantisée des fae. Je trouve que, sans être comme ceux qu'on peut retrouver dans les mythes un peu plus anglo-saxons, c'est-à-dire totalement différents, effrayants, cruels et tout, ils sont quand même différents de ceux à quoi on a l'habitude et c'est plutôt réussi. Mais surtout pour moi, ce qui est réussi, c'est qu'on est ici dans une fantaisie d'inspiration africaine. Alors je ne sais plus, je pense que c'est Afrique de l'Ouest, mais je n'en suis plus très sûre. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien puisque du coup, on se retrouve avec une magie différente basée sur ces tambours. On se retrouve avec exclusivement des personnages noirs. On se retrouve avec des mythes, des croyances différentes, avec ce baobab qui est un arbre très important dans l'histoire par exemple. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très différent. Autre point que j'ai aimé, c'est un livre qui est queer, puisqu'on a différents personnages avec différents types de sexualité et d'attirance, chose qui est extrêmement appréciable, d'autant que ça n'est pas vraiment un sujet. Il y a un petit peu de romance dans le bouquin, mais c'est pas le cœur de l'histoire, et c'est de la romance queer, pas que, mais pas mal, et moi ça me satisfait pleinement, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai été assez surprise à certains moments par certaines choses que j'attendais pas forcément, d'autres m'ont moins surprise mais ça fonctionnait pas mal. Et puis il y a toute l'histoire autour des OBA que j'ai adoré. Pour moi c'est assez original pour valoir le coup d'être lu en fait. C'est pas forcément l'histoire en elle-même qui est hyper originale, je pense que c'est des tropes assez utilisées en fantasy, mais là où c'est original c'est tout le reste, c'est les inspirations, c'est les personnages, c'est la manière dont se passent certaines choses, c'est là où c'est original et où ça fait du bien. Donc si vous êtes adepte de livres, de romantaisie par exemple, je pense que ça peut très bien fonctionner, même si la romance n'est pas centrale, elle existe, je pense, suffisamment pour satisfaire les personnes qui aiment la romance. Si vous aimez les failles, mais que vous en avez marre des failles classiques, ça peut très bien fonctionner. Et si vous avez envie de lire des livres d'inspiration autre qu'occidentale, foncez, c'est génial. Il n'est pas traduit à l'heure actuelle, mais le niveau d'anglais est très accessible et je pense qu'il va être traduit à terme. Mais il y a un livre de Sarah El Arifi qui va sortir très bientôt chez De Saxus, donc peut-être pas tout de suite. J'ai l'enfant qui m'appelle évidemment. Je vais le chercher. L'enfant est récupéré. Donc en mars, j'ai lu Les Nomades du Fer d'Éléonore. Oh, j'ai un trou de mémoire, je l'ai plus. Bon, je vous remets la couverture. Qui était un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Argile, qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Bien qu'il soit assez impressionnant par sa taille, au final, ça s'est super bien lu. Donc, Les Nomades du Fer, c'est l'histoire de l'humanité qui envoie une espèce de mission ailleurs, plusieurs en fait je pense, mais bref, qui va découvrir cette planète où il y a une forme de vie assez proche de l'humanité et qui va descendre pour les observer. Donc on est sur une lecture qui était très intéressante parce qu'on a finalement 3 points de vue, je trouve, sur toute cette histoire, puisqu'on a au début, avant que l'humanité arrive, le point de vue d'un des autochtones de cette planète sur son peuple, sur les coutumes de son peuple, qui sont assez primitives par la manière de vivre, il y a peu de technologie, mais qui ont des coutumes assez intéressantes puisque les femmes vivent entre elles et les hommes, dès que les garçons arrivent à la puberté, doivent vivre en solitaire à l'extérieur des villages et tous les échanges sont basés sur du troc. Donc on a d'abord un point de vue sur les peuples via une des autochtones, qui a une manière de penser un peu dissidente par rapport aux autres. Ensuite, on a le deuxième point de vue sur ces peuples via le regard d'une humaine qui arrive là et qui va rencontrer notre protagoniste qu'on a rencontré au tout début et qui s'appelle Nia, je crois, il me semble, qui vont avoir un échange, qui vont nouer des certains liens, une certaine amitié entre elles et qui vont beaucoup apprendre l'une de l'autre, et notamment l'humaine sur ce qui se passe sur cette planète et la manière de vivre. Et on a un troisième point de vue, un petit peu plus vers la fin, peut-être un peu moins développé, mais assez intéressant,
sur le regard que l'humanité porte sur l'humanité, notamment sur l'humanité du passé, donc en fait nous. C'était vraiment très chouette. Il y a quelque chose de très Ursula K. Le Guin dans cette manière d'écrire, cette manière d'envisager cette espèce de première rencontre et les rapports et l'humanité, etc. Il y a quand même un aspect assez développé en termes de sociologie, d'anthropologie, aussi autour de la linguistique, qui était très intéressant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment... c'est un livre qui est assez vieux, mais qui est très d'actualité, qui est très moderne, qui fonctionne très bien, et qui a cette espèce de côté miroir, en fait, où l'humanité regarde l'humanité, et j'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai beaucoup aimé, évidemment, ce fonctionnement de société matriarcale, avec ses faiblesses aussi, parce qu'évidemment, il y en a, et comme dans toute bonne société, il y a aussi un peu les parias, ceux qui voudraient faire autrement, ceux qui fonctionnent autrement, qui veulent vivre autrement, et qui sont peut-être un peu trop modernes pour leur époque. Et vraiment, pour moi, c'est un livre qui a fonctionné de bout en bout. C'est de la très chouette SF, avec au début vraiment ce côté très primitif, je sais pas si primitif c'est le mot, mais voilà, où il y a peu de technologie, on voit une manière de vivre qui ressemble à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et plus on avance, en fait, plus la technologie va s'infiltrer via l'humanité. Et aussi, beaucoup de questionnements d'éthique vont se poser par rapport à ce que peuvent faire les humains ou pas sur cette planète, ce qu'ils peuvent décider d'implanter ou pas, et aussi des questionnements autour de comment on fait finalement maintenant qu'on a voyagé X dizaines d'années, si on revient sur Terre, on n'est plus chez nous, quoi. Donc, est-ce que c'est pas ici notre nouveau chez nous? Et bref, beaucoup de questions posées. On n'a pas des réponses à toutes, et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé très intéressant. J'ai également lu en mars De Délicieux Enfants de Flore Vesco, qui était également un service de presse que j'ai reçu de la part de l'École des loisirs, que Pénélope a aussi reçu et qu'on a lu du coup juste avant sa sortie, toutes les deux ensemble en lecture commune. Comme toujours avec Flore Vesco, on est sur une réécriture de conte. Ici, c'est celui du Petit Poucet. Conte qui n'est pas forcément des plus populaires, je pense, surtout pour le public cible, donc plutôt public ado. Et du coup, j'ai trouvé ça, comme toujours, enfin de toute manière, très souvent avec l'autrice, assez osé, mais très intéressant. Donc, on a un conte qui va s'attacher à suivre différents points de vue sur l'histoire, puisqu'on va avoir le point de vue du père, de la mère, des enfants en tant que groupe et d'un des enfants en particulier, et peut-être d'autres, mais je me souviens plus. Et toujours est-il que ce qui est très chouette du coup, c'est qu'on a toute cette histoire qui est tissée où finalement on ne sait pas très bien où on se situe dans ce conte, jusqu'au moment où on a une espèce de plot twist hyper réussi, comme sait très bien le faire Flore Vesco, qui retourne tout comme un gant, et là on sait exactement où on est, ce dont on parle, et c'était génial. Comme toujours, encore une fois, avec l'autrice, la plume est d'une qualité incroyable, d'une beauté, d'une fluidité aussi qui fonctionne super bien. Les chapitres très courts qui alternent les points de vue sont très réussis parce que ça permet d'avoir différents registres de langue. C'est très intéressant, je trouve, avec différentes manières de parler en fonction de qui parle de qui et de l'âge des protagonistes. Évidemment, si c'est le père ou si c'est les enfants, ça ne sera pas la même manière de parler et de ressentir un même événement. Donc c'est très réussi. C'était aussi très réussi parce que ça aborde des thématiques très importantes à l'adolescence, je pense, autour de la sensualité, de l'amitié, de la famille, de la sexualité, bref. Comme toujours, c'est très complet avec Flore Vesco. Et ici, finalement, la grande thématique, l'espèce de fil rouge qui tient tout ce livre, c'est la question de la faim, F-A-I-M, puisque l'autrice dépeint pendant un certain temps au début de l'ouvrage une famille qui littéralement meurt de faim. Et il y a pour moi, encore une fois, un parti pris assez engagé aussi en termes de questions sociales. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de féminisme aussi bien évidemment, mais si vous connaissez un peu Flore Vesco, vous n'en serez pas surpris. Pour moi, c'est un très 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 bon livre à mettre dans les mains des ados parce que c'est un livre qui a un intérêt au niveau de la qualité de la plume, qui a un intérêt au niveau pédagogique, qui a un intérêt aussi en termes de réécriture de contes, qui a un intérêt en termes de thématiques abordées. C'est très complet pour moi, c'est très bon, c'est toujours des petites pépites. Les bouquins de Flore Vesco, je sais que tout le monde n'adhère pas, mais vraiment, je vous avoue que je ne sais pas si c'est le regard peut-être d'enseignante qui joue un peu, mais moi j'adore. Pénélope, ceci dit, n'est pas enseignante et elle adore aussi, donc comme quoi ça veut rien dire. C'est vraiment très plaisant, c'est très prenant, c'est très bien écrit, ça donne envie de s'arrêter parfois pour prendre le temps d'analyser les phrases, enfin, c'est très très chouette. En mars, j'ai découvert La Voix de la Vengeance, publié chez Plume Blanche, donc de Sarah Morage, qui est une autrice française, c'est son premier ouvrage, qui est un roman de dark fantasy, mais de dark fantasy vraiment au sens
premier du terme, c'est-à-dire un roman qui va dépeindre un personnage gris avec une moralité douteuse, qui va commettre des actes douteux, tout en vous laissant un petit peu ce sentiment doux amer de je comprends mais j'approuve pas. La Voix de la Vengeance, c'est l'histoire d'une jeune femme, et je sais plus son prénom, qui va voir au tout début de l'œuvre son frère mourir sous ses yeux, puisque son frère possède la voix, je crois, donc qui est la magie, qui est une magie très particulière, qui est interdite et qui se pratique en parlant, en disant certains mots. Donc un petit peu comme on me l'a fait remarquer effectivement depuis que j'ai lu Dune, il y a un petit peu de ça effectivement. Et donc le frère était une voix illégale. Il s'est fait attraper, il a été tué devant sa jeune sœur, et suite à ça, le seul objectif dans la vie de cette jeune femme, c'est de venger son frère, et elle est prête à tout. Voilà, elle est prête à tout. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a pour moi une gradation très réussie entre ce qu'elle est en tant qu'adolescente, très jeune dans sa tête, et petit à petit, cette maturité forcée qu'elle va prendre, et là où elle va être menée par cet objectif qu'elle ne quitte jamais, qui reste vraiment pour elle la seule chose qui compte, venger son frère. Elle est prête à écraser tout le monde. Au début, elle a des scrupules, et plus ça va, moins elle en a. Je trouve qu'il y a quelque chose en termes de psychologie de personnage qui est très réussi en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance romaine qui change vraiment en termes de fantaisie, ça change de la fantaisie médiévale. J'ai bien aimé le système de magie, bien qu'il ne soit pas extrêmement développé. En fait, je pense qu'il faut attaquer la Voix de la Vengeance en vous disant que tout est centré sur la psychologie de ce personnage, de ce qu'elle était ado, naïve, jeune femme qui arrive là avec des projets, des rêves avec son frère, et qui va être détruite par ça, donc toutes les implications psychologiques, le trauma, et ensuite tout ce qui va concerner la vengeance. Donc, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est une certitude, mais si vous aimez les psychologies de personnages gris, vraiment très gris, qui font des choses extrêmement discutables moralement, et tout le développement autour de ça, ça peut vous plaire, sachez-le. Encore une fois, la magie n'est pas très développée, l'univers est évoqué, mais c'est pas hyper développé. On est vraiment, pour moi, sur un livre de dark fantasy, de psychologie, en fait, de personnages, c'est-à-dire on est centré sur ce personnage et sa manière de voir les choses, qui parfois n'est pas juste, et on le sent, nous, on sent que ce qu'elle fait n'est pas juste. Et c'est un livre qui m'a vraiment mise mal à l'aise. J'étais tellement mal à l'aise à certains moments, j'étais tellement dérangée par ce qui se passait. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est une novella, c'est Des mammouths à la porte, de Niveau, dernier tome publié à l'heure actuelle, en tout cas traduit à l'heure actuelle, des archives des collines chantantes, que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai lu encore une fois en lecture commune avec Pénélope, que j'ai adoré. C'était mon préféré. J'ai adoré Des mammouths à la porte. Des mammouths à la porte, donc on retrouve le personnage de l'Adelphe Chi, qui est cette Adelphe qui voyage à travers le monde pour réunir des histoires et différentes versions parfois d'histoires pour les archives des collines chantantes, qui archivent un peu l'histoire avec un grand H et toutes les petites légendes, si vous voulez. Là, cette fois-ci, Chi revient aux collines chantantes, et quand elle arrive, il y a deux femmes, je crois, sur des mammouths, un peu mammouths de guerre, mais je crois qu'elles ont une espèce de petite armée avec elles, ou je sais plus quoi. Et donc, Chi va apprendre en rentrant qu'un des personnages importants, qui était un peu son mentor quand elle était enfant, est décédé, et que ces femmes sont ses petites filles, je crois, et qu'elles veulent récupérer la dépouille de leur grand-père qui, en arrivant aux collines chantantes, s'était libéré en fait de tout son passé. Donc il y a un problème qui se pose évidemment à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre qui va parler de deuil et qui va extrêmement bien en parler. J'ai adoré, j'ai été touchée, j'ai été émue, parce que finalement, après avoir suivi Chi dans ces 3 récits de légende, parce qu'on suit des personnages de légende, quasi, enfin voilà, très très âgés, ou avec des pouvoirs magiques, etc. Cette fois-ci, on va s'attacher à suivre l'histoire, la petite histoire d'un personnage qui n'a pas d'importance historique, mais qui a une très grande importance pour les personnes de sa famille ou les personnes qui l'a fréquenté. Et c'était tellement doux, tellement bien fait, tellement avec cet aspect nostalgique et toutes ces questions qui se posaient autour du deuil, autour de ce qu'on a pu faire quand on était vivant, la personne que connaissaient les Adelphes n'est pas la personne que connaissaient les petites filles par exemple. Et vraiment c'était beau, c'était émouvant, c'était touchant, c'était bien pensé, c'était bien mené. Je suis très attachée à ces personnages. Je trouve que Niveau a quand même quelque chose de très fin dans sa plume, de très beau, d'engagé aussi à mon sens.
Et c'est toujours des petites pépites ces novellas, mais celui-ci c'est mon préféré. C'était vraiment mon préféré, je pense, c'est celui qui m'a le plus touché et qui n'est pas forcément le plus réussi en termes de prouesse narrative parce qu'elle a fait des trucs très très réussis dans ses autres novellas, peut-être sur les jeux de narration, mais qui était beaucoup plus réussi en termes d'émotion. Donc j'ai adoré, je vous recommande la découverte des archives des collines chantantes. Je vais terminer avec les graphiques. J'ai lu en mars le tome 2 de L'Or Olympus que j'ai beaucoup aimé. J'ai un petit peu regretté qu'on suive principalement Hadès et Perséphone et assez peu les autres personnages. Mais je pense que c'est un peu une transition vers autre chose, donc à voir. De toute façon, je suis toujours aussi fan du travail de colorisation et j'aime beaucoup ce qui est proposé, même si, encore une fois, c'est une vision de la mythologie qui est très modernisée et avec lesquelles je ne suis pas forcément la plus d'accord, hein, la romantisation de la relation Hadès-Perséphone, mais ça reste chouette parce que ça dénonce d'autres choses aussi. Donc j'ai beaucoup aimé, je suis très contente, je continuerai avec grand plaisir. Et j'ai lu les tomes 1 et 2 de Beyond the Clouds, que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est un manga très doux, très mignon, où on va suivre deux enfants, une jeune fille ailée, une humaine ailée, qui est très recherchée, très rare et qui doit un peu se cacher, qui va tomber sur Terre, qui va être blessée et elle va être retrouvée par un jeune garçon qui est mécanicien et qui va l'aider et ils vont vivre plus ou moins des petites aventures et à la fin du tome 2 on nous promet une quête a priori un petit peu plus grande, donc j'ai hâte de continuer. C'est très doux, c'est très mignon, je pense que vraiment faut pas s'attendre à des actions de fou, c'est pas l'objectif, mais il y a quelque chose dans les dessins, dans l'histoire, dans la relation entre ces deux enfants qui est très réussi et que j'aime énormément. Voilà, c'est tout pour mes lectures, enfin c'est tout pour mon bilan des lectures de mars. Il y en aura un troisième et après j'attaquerai tranquillement avril. Il va falloir vraiment que je quand même réussisse à trouver un meilleur rythme parce que ça va être compliqué sinon. Enfin en même temps je vous dis ça mais l'année prochaine je lirai sûrement beaucoup moins donc il y aura sûrement beaucoup moins de bilan à faire. Soit je ne vais pas anticiper, nous en reparlerons en temps utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si certains vous font envie, si vous avez un avis, si vous avez aimé ou pas et pourquoi. Évidemment, ça m'intéresse. Je vous remercie encore pour votre présence, pour tous vos gentils messages, surtout sous la FAQ, vous avez été vraiment adorables. Je suis très touchée et très reconnaissante parce que je trouve que j'ai de la chance qu'il y ait autant de personnes bienveillantes ici et qui se manifestent et qui prennent le temps de dire de gentilles choses. Donc merci, merci, merci. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!